Et si le meilleur ami de l'extrême droite était l'État islamique? Vous imaginez bien que quand je suis tombé sur cet article, quand je suis tombé sur ce titre, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il fallait faire une vidéo dessus. C'est un article qui est sorti maintenant il y a quelques jours, et malheureusement j'ai pas eu le temps de te le traiter avant, mais oh mon dieu, il a l'air insane. C'est un truc que moi-même, j'avais découvert un peu seul, enfin une réflexion que je m'étais faite moi-même. En effet, je suis content de voir enfin un article dessus pour pouvoir peut-être étayer mon opinion, voir si je me trompe ou au contraire si j'ai raison. Enfin, si j'ai raison, si ça va me conforter plutôt dans mes idées. Et j'ai hâte aussi, évidemment, si que vous soyez de la même opinion ou d'une opinion contraire, de lire vos arguments. Bien sûr, dans la bienveillance et le respect, ça me paraît totalement logique. Hein. L'article est assez long, donc on va s'y mettre tout de suite. Ultra-droite, des terroristes si proches des djihadistes, un article de Mediapart. Dans un rapport que Mediapart a révélé le 23 mai, le parquet général de la Cour d'appel de Paris établit des rapprochements entre les militants d'ultra-droite et les djihadistes, notamment sur les modes opératoires envisagés. Si loin, si proche. En apparence, tout semble les opposer. Alors pardon, j'ai juste dit extrême droite au tout début, mais effectivement, c'est l'ultra-droite, donc c'est encore plus extrême que l'extrême droite. D'abord, une hostilité réciproque. D'un côté, les survivants du commando du 13 novembre envisageaient de s'en prendre à l'association catholique intégriste Civitas. Le groupuscule aujourd'hui dissous Forzan Aliza s'intéressait au site islamophobe Riposte laïque et F2 souche ainsi qu'à des membres du bloc identitaire. De l'autre, l'action des forces opérationnelles AFO, démantelée en juin 2018, projetait de s'en prendre à des imams radicaux, de jeter des explosifs sur une mosquée et d'empoisonner des rayons d'alimentation halal dans les supermarchés de la région parisienne. Mais ils sont tarés, hein. Ça, faut vraiment être taré. Hein. Je suis désolé et j'en rigole parce que, vous le savez, hein, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais c'est quand on y pense, faut être... parce qu'en plus, il y a des gens qui achètent halal mais sans être religieux, il me semble, non? Enfin, je sais pas quoi. Moi j'avais déjà entendu, il me semble, des végétariens qui achetaient halal parce que comme ça ils savaient qu'il n'y avait pas de viande ou je sais pas quoi. Bref, je suis pas végétarien donc je sais pas, mais du coup je veux dire, c'est pas juste une question de religion. Et pourtant, dans l'étonnante conclusion de son rapport, dont le contenu est dévoilé depuis une semaine par Mediapart, ici et là, vous pouvez aller les voir, le parquet général de la Cour d'appel de Paris énumère les nombreux rapprochements qui peuvent être faits au gré des dossiers terroristes entre les militants d'ultra-droite et les djihadistes. Un constat que nous avons confronté et tenté d'enrichir avec nos propres enquêtes dans les deux domaines, ici et là. Encore d'autres articles qu'il pourrait être intéressant d'aller voir si vous le désirez. En août 2018, des membres des Barjols qui ambitionnaient un coup d'État tournent une vidéo où on les voit encagoulés et en treillis en train de brûler un drapeau de l'Union Européenne. Ok. Intitulé Ultra-droite et djihadisme, le miroir de la violence, cette conclusion du rapport souligne d'abord la reprise d'un même vocabulaire, des groupes de l'extrême droite américaine se réclamant à plusieurs reprises ces dernières années d'un djihad blanc. En 2019, Mediapart avait révélé la volonté de commettre des attentats visant la communauté musulmane que des individus exprimaient sur un site d'ultra-droite dont le premier nom avait été Eurocalifa. Au-delà de la sémantique, Naïma Rudloff, avocate générale et chef du département chargé de la lutte contre le terrorisme à la Cour d'appel de Paris, dans un entretien publié vendredi dans La Croix, rappelle qu'il s'agit dans les deux cas d'imposer un projet de société par la violence. Islamistes et militants d'ultra-droite voient la société comme déviante et prônent tous deux la violence pour y remédier, j'y arriverai. Il s'agit d'imposer une forme de suprématie, l'un la race blanche, l'autre le projet islamiste. La quête d'une soi-disant pureté irrigue le terrorisme d'ultra-droite comme le djihadisme. Le rapport du parquet général note que, comme chez les djihadistes, les militants d'ultra-droite théorisent une violence dans une version défensive. Nous sommes attaqués ou nous allons l'être, nous devons donc nous défendre ou pour le moins être prêts à nous défendre, résume le bulletin du parquet général publié confidentiellement en mars dernier. Cette situation d'autodéfense justifie l'usage de la force. Au cours de sa prise d'otage meurtrière à l'hypercacher, le djihadiste Amédi Koulibaly justifiait ses crimes en disant que tant que la France persécuterait ses frères, découvrirait ses sœurs,
lui et son groupe continueraient à combattre les mécréants, à vouloir tuer tous les croisés, tous les juifs et tous les infidèles. Et comme vous voyez, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, c'est très triste, mais c'était juste une expression, mais les juifs, que ce soit l'ultra-droite, que ce soit l'État islamique ou l'ultra-droite en France ou en Belgique, ils sont toujours visés, quoi. Et pourquoi, en fait, ils sont toujours visés? Parce que, je l'avais déjà expliqué, hein, mais c'est un truc un peu historique, hein. Ils ont toujours été visés parce que c'est un peu un groupe religieux qui s'est retrouvé à part par rapport à d'autres religions. Et je vous le résume en 2 lignes, hein, mais effectivement, du coup, dès qu'il fallait taper sur quelqu'un, dès qu'il fallait trouver un bouc émissaire, en fait, un groupe bouc émissaire plutôt, eh bien, boum, on disait les juifs, c'était le plus simple, et en plus, on les trouvait très vite parce que, vu qu'ils étaient un peu à part, eh bien, c'est plus facile à trouver que par exemple... et encore, j'allais dire que par exemple des protestants, mais il y a eu un grand massacre de protestants là en France, je sais plus quand, mais bon, bref. Bref, photomontage d'images issues des propagandes d'ultra-droite à gauche et djihadistes à droite. Après, la photo est belle. Au moins. Alors que là, c'est un vieux montage Photoshop dégueulasse, quoi. Bon. Je suis désolé, hein. Voilà, si vous trouvez que l'humour est déplacé, c'est pas du tout mon but. C'est pour essayer d'un petit peu alléger tout ça, parce que c'est quand même des trucs un peu lourds, donc... Les uns ont pour ennemis les croisés, les autres fantasment sur les templiers. Comme chez les djihadistes, insiste le rapport du parquet fédéral, les groupuscules d'ultra-droite articulent leur discours complotiste autour d'une vision décadentiste de l'histoire. Chez les uns comme chez les autres, on découvre la référence à un Moyen-Âge mythifié. Le Saint-Empire romain germanique est assimilé à un âge d'or perdu, et la figure du pro-chevalier est, par exemple, exaltée au sein de l'ultra-droite. Dans une affaire récente, un individu utilise aussi ainsi le pseudo de croisé français en référence aux soldats chrétiens du Moyen-Âge luttant contre les envahisseurs islamiques. Et si vous voulez savoir quelque chose de très drôle avec les croisés, c'est que si les croisés ont perdu de leur surpère, c'est parce qu'au départ, les croisés, je vais dire un peu comme ça, mais ils n'avaient pas forcément un lien religieux. En fait, c'était juste des chevaliers qu'on avait décidé de mettre sur le chemin, si je me souviens bien, corrigez-moi si je me trompe, bien sûr, comme d'habitude, mais qu'on avait mis sur le chemin de pèlerinage, en fait, pour aller à Jérusalem, lorsque la première croisade avait réussi. Pour protéger finalement effectivement les pèlerins, mais aussi du coup marchands et autres, qui voudraient se rendre à Jérusalem. Mais les chevaliers en eux-mêmes n'étaient pas forcément... Enfin, à l'époque tout le monde était croyant, mais ça veut pas dire que forcément ils étaient la main de Dieu, quoi. Voilà. Ils n'étaient pas affiliés en fait au pape. Et justement, c'est parce que le pape, petit à petit, a voulu en faire une armée hein, pour l'Église, et que ça a commencé à inquiéter plusieurs rois, mais aussi parce que, en fait, ces chevaliers, petit à petit, vous imaginez bien qu'il ne devait pas se passer 10 milliards de choses hein, sur ce chemin, notamment qui passait au travers de l'Europe. Il ne devait pas se passer masse choses, donc du coup, c'était des chevaliers qui avaient à la fin une très mauvaise réputation, parce qu'ils foutaient rien. Ils foutaient rien, et finalement, ils étaient réputés plus foutre le bordel qu'autre chose. Et je vais dire, hein, ce fond de réalité, parce que probablement qu'à l'époque, tous les chevaliers n'étaient pas comme ça, mais ce fond de réalité, hein, était en plus extrapolé par les rois qui ne voulaient pas qu'en fait le pape ait une armée. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, il y a des rois qui se sont soulevés, etc. Et que les croisés ont disparu. C'est en fait la croisade et les croisés c'est vrai que c'est vraiment un mythe. Cette façon de voir les Templiers, ces chevaliers courageux qui allaient défendre l'Église, c'est quelque chose c'est une image qu'on a eue parce que au fil du temps, évidemment, vous imaginez bien que la religion ne les a pas décrits comme des gars qui glandaient sur le bord d'une route à attendre qu'il se passe quelque chose, enfin sur le bord d'une route dans les tavernes, à attendre qu'il se passe quelque chose, mais bien justement comme des soldats des pro-chevaliers au service de Dieu. Et bon, c'est finalement les historiens, petit à petit, qui ont mis en exergue, hein, finalement, ces dissonances qu'il y avait dans l'Europe de l'époque. Donc finalement, cette image du Templier est totalement faussée et irréelle, en fait.
C'est historiquement irréel. Les deux courants s'opposent mais se retrouvent également dans la définition d'un ennemi commun, les États-Unis et l'Union européenne, ce qui permet même à certains, à l'extrême droite, ils sont minoritaires, d'envisager un combat partagé. Figure récurrente des dossiers antiterroristes français, le Norvégien Anders Breivik, qui a tué 77 personnes le 22 juillet 2011, d'abord en faisant exploser une bombe à Oslo, puis en ouvrant le feu sur la petite île d'Utoya, où se tenait un camp de la jeunesse travailliste, envisageait dans un manifeste une alliance avec les djihadistes d'Al-Qaïda ou les Shebabs de Somalie pour utiliser de petites armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques dans les capitales occidentales. Il y a un petit documentaire, il me semble, sur Netflix, sur cette histoire et c'est horrible. Voilà, c'est juste horrible. Autre point commun, terroristes djihadistes et terroristes d'ultra-droite envisagent un même type d'Eldorado, un pays en guerre. La Syrie pour les premiers, l'Ukraine pour les seconds. Dans une affaire d'association de malfaiteurs terroristes datant de 2019, l'Ukraine est évoquée comme une terre d'origine. Un mineur mis en examen parle d'un pays intact sur l'immigration. Ah bon? Depuis 2014 et le conflit au Donbass, plusieurs militants d'ultra-droite s'y sont engagés. Des individus interpellés par la DGSI envisageaient de rejoindre le régiment Azov, cette unité paramilitaire néo-nazie qui combat aux côtés de l'armée ukrainienne. Et bien sûr, terroristes d'ultra-droite et djihadistes partagent un même catalogue de haine, celle de la République, mais aussi celle des juifs, des homosexuels, des femmes. À propos de l'homophobie, comme nous l'évoquions dans notre précédent article, la version théorique et rhétorique pour l'homosexualité de ces groupes résisterait peu à l'épreuve des faits, d'après le rapport. Le parquet général évoque des pratiques d'homosocialité caractérisées de ces groupes et une définition des identités sexuelles souvent ambiguë. Car pour ces individus qui évoluent dans un univers j'arrive pas à parler, je suis désolé. Dans un univers sentimental et relationnel clos, le groupe s'avère fondamental et les acteurs entretiennent des liens de dépendance mutuelle. Dans une affaire récente, l'un des très jeunes militants d'ultra-droite confie par exemple son attachement amoureux à l'égard d'un autre membre du groupe. En 2016, Le Monde soulignait les orientations sexuelles des djihadistes contraires à la doctrine islamiste. Et en fait, alors ça me semble, honnêtement, ça me semble logique. Parce que, mine de rien, quand tu restes, je vais le dire comme ça, mais rester entre mecs pendant X temps, forcément, en fait, tu vas créer des liens. Et forcément, il y a un moment donné où tu peux tomber amoureux, en fait. Mais c'est ça le pire, en fait. C'est qu'en voulant combattre quelque chose, et la façon dont ils font, ils tombent dans les revers qu'ils veulent pas tomber. Enfin, je dis des revers, mais encore, ça peut être mal pris, mais c'est pas du tout... mais je me mets dans l'ordre psychologique, quoi. Enfin bon, bref, c'est un peu... C'est vraiment étonnant, quand même. Je trouve... psychologiquement, c'est très étonnant, quand même, parfois, l'être humain, comment il est capable de partir en vrille, quoi, et dans un truc totalement illogique. En novembre 2014, une vidéo de l'État islamique met en scène 3 combattants français en train de brûler leur passeport. En août 2018, des membres des Barjols, un groupuscule d'ultra-droite qui ambitionnait de réaliser un coup d'État, tournent une vidéo où on les voit encagoulés et en treillis en train de brûler un drapeau de l'Union européenne. Si les moyens diffèrent, donc c'est ici, en novembre 2014, une vidéo de l'État islamique met en scène 3 combattants français en train de brûler leur passeport. Si les moyens diffèrent, leurs propagandes respectives agissent sur les mêmes ressorts et, malgré un référentiel passéiste, s'adaptent aux possibilités offertes par le monde moderne. Comme chez les djihadistes, souligne encore le parquet général, l'apparition de nouveaux vecteurs de communication a favorisé les circulations idéologiques ainsi que la diffusion planétaire et en temps réel des actions violentes de l'ultra-droite terroriste. Au même titre que l'État islamique qui avait su capitaliser sur les réseaux sociaux pour attirer de jeunes gens, l'ultra-droite investit les forums de gamers et joue des codes de la culture geek. Le bulletin du parquet général cite Blabla 1825, jeuxvideo.com, le forum Ave Noël, les jeux vidéo World of Warcraft et Fortnite comme des lieux de recrutement, autant que de formation d'une contre-culture qui se situe à la jonction entre l'univers des jeux en ligne et le milieu d'extrême droite masculiniste et antiféministe. En 2020, une affaire d'association de malfaiteurs terroristes a impliqué de très jeunes militants connectés à l'âge de 12 ans sur la plateforme Discord et qui sont passés de groupes de discussion sur les jeux vidéo à des groupes politiques d'extrême droite au titre explicite, Rassemblement franco-européen ou Europae de Mousse. Dans une autre affaire, les enquêteurs retrouvent sur l'ordinateur d'un membre d'un groupuscule néo-nazi plusieurs images tirées d'un jeu vidéo mentionnant des missions dont les mots d'ordre sont décapiter les tziganes et gazer les feuges. Oui, ok. Merci d'avoir censuré pour les gens qui vont lire ça sur YouTube. Mais effectivement, c'est pas étonnant parce que moi-même, je suis un grand joueur de jeux vidéo, évidemment.
Et moi-même, en jouant aux jeux vidéo, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que les communications dans les jeux vidéo, je sais pas si elles sont vraiment ultra surveillées. Et si je voulais communiquer de manière discrète à quelqu'un, je le ferais peut-être en fait en ligne. Parce que bah, c'est pas un endroit forcément, je vais dire, pendant tout un temps, c'était pas un endroit où forcément les gens pensaient à aller voir et regarder quoi. Et bon, c'est vrai que quand on rencontre des gens comme ça sur Internet, on peut vite tomber amis, en fait, simplement. Et du coup, il y a aussi, je trouve, hein, beaucoup de gens qui sont seuls, en fait, et qui se retrouvent sur Internet, et qui, du coup, vont se raccrocher aux premières choses, aux premières personnes qu'ils vont rencontrer, et comme elles sont esselées, ou peut-être parfois perdues dans leur vie, hein, mais enfin, je veux dire, c'est aussi comme dans la vie de tous les jours, hein, y a pas... Mais je crois qu'il y a quand même une plus grande proportion sur Internet. Eh bien, je pense que ces personnes peuvent être plus facilement manipulables et tomber dans ces discours qui paraissent sexy et héroïques, en fait. Donc, je trouve pas du tout ça étonnant que ça se passe là-bas. Évidemment, le forum de jeuxvideo.com, ça fait longtemps que maintenant on le connaît, et apparemment, alors c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais apparemment ça a beaucoup changé maintenant, parce que depuis les derniers scandales, vraiment, ils ont fait une razzia de malades mentales. Mais du coup, maintenant, apparemment, c'est beaucoup moins, sur jeuxvideo.com, c'est beaucoup moins la merde. C'est ce que j'avais entendu. Maintenant, ce sont que des rumeurs. Si vous savez le confirmer ou l'infirmer, n'hésitez pas. Du cybercalifat au cyberreich. Dans les dernières affaires dont s'est saisi le parquet national antiterroriste, PNAT, PNAT, les magistrats constatent un schéma identique. Des mineurs font la connaissance de militants d'ultra-droite sur des groupes de discussion virtuels, jeuxvideo.com, avant de communiquer via des applications utilisées par des gamers, les gamers, Discord, et des applications chiffrées, Wire, Telegram. Dans une de ces affaires récentes, 3 critères déterminaient la hiérarchie au sein du groupe virtuel qui préparait des actions violentes. Le créateur et administrateur du groupe de discussion en était le chef, celui qui détenait des armes était le second, enfin ceux disposant d'une formation idéologique plus solide étaient mieux classés. Pour intégrer le groupe virtuel, les aspirants devaient en effet répondre à un questionnaire sur le fascisme, un procédé de validation sur les connaissances théoriques que l'on retrouve également chez les djihadistes. L'administrateur se défendra d'avoir souhaité attirer de simples skinheads prompts à l'action violente et dira plutôt recruter des militants construits intellectuellement. Mais ouais, allez, bien sûr, et on va le croire. Mais c'est intéressant de voir à quel point c'est similaire en fait. C'est intéressant de voir que finalement, l'un vaut peut-être pas mieux que l'autre, et c'est pour ça que je trouve que cet article est hyper intéressant. Et c'est pas du tout parce que ça valide ce que je pensais, moi je m'en fous. S'il m'avait dit le contraire et que ça ne se ressemblait pas, bah j'aurais dit ah bah tiens, très bien, c'est hyper intéressant. C'est juste que je trouve que je trouve en fait que ça pose la question en fait, est-ce qu'il faut pas combattre aussi fort l'ultra-droite qu'on combat le djihadisme en fait. Et aussi, c'est toujours les mêmes manières, en fait, c'est juste la cause qui change. C'est juste l'excuse qui change de pourquoi tu te bats, quoi. Et c'est assez terrible. Parce que même ce truc de hiérarchisation, moi je comprends aussi. Et quand j'étais petit, j'étais sur un forum, alors là, rien à voir, hein, mais j'étais sur un forum où c'était un RPG en ligne, donc un roleplay game, un jeu de rôle. Et c'était sur la guerre de sécession, il y en avait aussi des grades. Et évidemment que quand t'es un simple troufion de base, t'as pas envie d'être un troufion de base. Alors là, c'était un jeu, et entre guillemets, j'ai eu la chance que c'était des personnes qui étaient vraiment... qui avaient vraiment envie de jouer, et qui étaient pas là pour recruter dans des groupuscules d'extrême droite. Mais je veux dire, même pour ce simple jeu, je devais avoir 12 ou 14 ans, et j'aimais beaucoup, quoi. C'était vraiment cool, donc je comprends. Je comprends cette envie de vouloir du coup adhérer à une idéologie pour pouvoir augmenter les paliers et avoir aussi une certaine force finalement, une certaine reconnaissance. Interrogé il y a 2 mois, alors là, photomontage, les militants d'ultra-droite, comme les djihadistes, aiment prendre en photo leurs propres enfants avec des armes réelles comme Airsoft. Ah oui, bah oui, évidemment. Interrogé il y a 2 mois, un veilleur sur le net ayant travaillé sur les djihadistes nous confiait son inquiétude face au phénomène d'expansion qu'il constatait à propos des militants d'ultra-droite. Ils grossissent très vite et sont en train de construire une idéologie très structurée. Ils fédèrent au-delà des frontières. Sur Telegram, c'est flagrant. Un canal survivaliste américain faisait l'apologie des crimes de Frédéric Limol.
cet homme qui, après une tentative de féminicide, a tué 3 gendarmes à Saint-Lô le 22 décembre dernier, 1 heure après que les faits eurent été révélés. Et j'ai déjà surpris des conversations démarrées en français qui se poursuivaient en anglais ou en cyrillique. À l'image du cybercalifat qu'on a pu connaître, l'ultra-droite se développe en entité virtuelle internationale, une sorte de cyber-reich. Au-delà d'Internet, le parquet général souligne que, comme les djihadistes, les militants d'ultra-droite recrutent dans 2 sphères privilégiées, les salles de sport et la famille. Les salles de sport, les clubs de tir, les dojos et autres lieux de pratique des arts martiaux, notamment le MMA, constituent des lieux de socialisation politique et de recrutement pour les groupes les plus radicaux, peut-on lire dans le rapport, qui pointe également une entrée dans la lutte qui serait souvent une affaire de famille. La socialisation familiale et relationnelle est déterminante dans l'engagement violent. Le rapport à la violence peut être façonné par une biographie familiale. Image d'un entraînement paramilitaire d'un groupe d'ultra-droite en mars 2018. C'est à peine flippant. Parce qu'en fait, ce qui est flippant, c'est qu'en fait, la Syrie, hein, l'État islamique, s'il est né en Syrie, c'est parce qu'à un moment donné, donc il y a eu le bordel en Syrie, là, la population s'est révoltée, et l'État islamique en a profité pour eux-mêmes aussi activer du coup les personnes qui adhéraient à leur idéologie et à conquérir en fait une partie de la Syrie. Et donc ici, tant qu'on est des États, je dis relativement stables et structurés, dans le sens où, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement que vous allez brûler le gouvernement, mais tant qu'on n'est effectivement pas encore dans des pays qui sont bordéliques, ça va aller. Mais c'est ça le problème, c'est que ces personnes se tiennent prêtes, et en plus, en attendant, ils peuvent faire des dégâts, mais gigantesques, quoi. Gigantesques. Et tuer des innocents à foison, donc c'est assez flippant de voir ça, parce que c'est chez nous, quoi. Pour preuve, les magistrats citent l'exemple d'un mis en examen âgé de 20 ans, déclarant être issu d'une famille d'extrême droite et avoir, durant son adolescence, animé un blog néo-nazi. Dans le djihad, des frères Kouachi aux frères Klein, je sais pas, en passant par les frères Abdeslam, les exemples de fratries basculant dans des projets criminels sont nombreux. Dans une étude dédiée au terrorisme de l'ultra-droite allemande et publiée par l'Institut français des relations internationales IFRI, la chercheuse Nell Katharina Wisman souligne elle aussi le poids de l'héritage familial. S'il s'est socialisé dans un milieu d'extrême droite ou islamiste, le terroriste sera beaucoup plus sous l'emprise d'idéologies axées sur la violence. Ce constat des similarités a déjà été fait par l'Union européenne. En 2019, une réunion des ministres de l'Intérieur consacrée au terrorisme d'extrême droite avait pour but de recourir aux mesures et outils horizontaux déjà utilisés pour lutter contre le terrorisme djihadiste. Bien sûr, la population à surveiller n'est pas la même. Dans sa dernière étude, l'historien spécialiste des extrêmes droites, Nicolas Lebourg, rappelle que l'ultra-droite n'engage que des effectifs réduits. Sur 611 personnes détenues en France en 2018 pour terrorisme, 505 le sont pour leur appartenance au réseau djihadiste et 28 relèvent de l'extrême droite activiste. Image tirée de la propagande de l'État islamique. Ouais, parce que eux, effectivement, ils ont des armées pour le moment qui sont beaucoup plus imposantes. Le 9 octobre 2019, un Allemand de 27 ans, sympathisant de l'extrême droite, mène une attaque contre une synagogue et un restaurant turc à Halle, j'allais dire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allemagne, faisant 2 morts. Lourdement armé, habillé en treillis et portant un casque, son mode opératoire évoque celui de Brenton Tarrant. Comme l'auteur de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui avait diffusé son attaque en direct pendant 17 minutes sur Facebook, le tireur de Halle filme sa tuerie à l'aide d'une caméra frontale, puis publie la vidéo de 35 minutes sur la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch, témoignant là encore des perméabilités entre gamers et militants d'ultra-droite. Le parquet général note dans son rapport que cette mise en scène rappelle celle de Mohamed Merah qui, en 2012, avait assassiné des militaires de confession musulmane et des enfants et un père de famille juif, une GoPro attachée sur le torse. Et par contre, c'est bizarre parce que pour moi, c'était en direct qu'il avait filmé ça sur Twitch. Et Twitch avait été ultra transparent sur toutes les stats. Donc ils avaient dit exactement le nombre de personnes qui avaient vu la vidéo, qui étaient tombées dessus, combien de temps ils avaient pris à réagir suite au premier signalement. Et je pense que ça avait pris combien de temps ? Je crois qu'ils ont pris une demi-heure à réagir et 1 heure à supprimer, je crois, le contenu. Et qu'entre-temps, il y avait genre eu 100 ou maximum 200 personnes qui l'avaient vu. Donc voilà, ils disaient qu'ils étaient plutôt contents quand même de ce que je lisais en tout cas, j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt contents de leur réactivité, mais ils estimaient malgré tout que c'était pas assez rapide. Parce que eux, ils veulent vraiment, je pense, hein, ils ont l'exigence, en tout cas moi j'espère que c'est vraiment le cas, qu'ils ont l'exigence de supprimer ce contenu dès qu'il apparaît, quoi. Que le gars, ça fait 3 minutes qu'il stream ça, bim,
direct c'est flingué quoi. Mais évidemment c'est hyper compliqué, parce qu'il disait que notamment la personne souvent publiait son massacre sur des forums d'extrême droite, et donc les premières personnes qui tombaient sur le stream, c'est souvent des sympathisants ou des trucs, et que du coup c'était pas des personnes qui allaient évidemment le faire remarquer, et ils se mettaient en catégorie évidemment genre Call of Duty ou des trucs comme ça, et donc des coups de feu ne se font pas repérer par le robot quoi. Dans son étude, la chercheuse Nell Katharina Witzmann estime que comme dans le terrorisme islamiste, on retrouve de plus en plus de loups solitaires chez les terroristes de l'ultra-droite allemande. La théorie du loup solitaire, popularisée par les suprémacistes blancs Alex Curtis et Tom Metziger dans les années 1990, invite au passage à l'action sans ordre direct émanant d'une hiérarchie prédéfinie. Mais, insiste le parquet général dans son rapport, comme dans le phénomène djihadiste, ces individus ne sont seuls qu'au moment de commettre l'acte violent. Auparavant, ils ont tous fréquenté, à minima en ligne, un milieu militant même virtuel, et ils ont baigné dans une pause haineuse où affleurent sans cesse les appels à l'action. Lors de l'entretien précité, le cyberpatrouilleur évoquait un autre point commun ayant trait au passage à l'acte. Certains militants d'ultra-droite témoigneraient, selon lui, d'une fascination pour l'aspect sacrificiel de la chose. Des propos corroborés par l'analyse du parquet général qui constate que dans les communautés djihadistes et d'ultra-droite, les individus se nourrissent d'une mystique du combat perdu, mené jusqu'au bout en vertu d'une éthique du sacrifice de l'individu pour une cause supérieure. Dans les dossiers de terrorisme d'ultra-droite, on retrouve des figures historiques et mythifiées des guerriers, des Spartiates jusqu'à la division Charlemagne, un bataillon constitué de volontaires français engagés au sein de la SS, en passant par les membres de l'OAS. La mort est à la fois exaltée, transfigurée et niée, écrit l'auteur du rapport. Cependant, au-delà du discours et contrairement aux djihadistes qui font de l'accession au paradis par le biais du martyr un objectif, la logique sacrificielle n'est pas portée à son terme par les militants d'ultra-droite. À ce jour, et au regard de dossiers en cours d'associations de malfaiteurs terroristes, les militants d'ultra-droite n'ont pas adopté dans leur répertoire d'action l'attentat-suicide. Ils ne manifestent pas un désir de mort particulier, mais n'écartent pas cette possibilité non plus. L'un des mis en examen dans une affaire récente affirme qu'il n'y a que deux issues, la prison ou la mort, tandis que le suicide par police interposée est également évoqué. Dans une des dernières affaires dont s'est saisi le PNAT, on voit apparaître dans les fichiers conservés par l'un des protagonistes sur une clé USB des images de kamikazes laissant penser que ce type d'action a pu être envisagé. Et si les répertoires d'action de l'ultra-droite demeurent traditionnels dans le choix des cibles, des juifs, des musulmans, des francs-maçons ou des représentants de l'État, le mode opératoire envisagé évolue. Le drive-by, méthode importée des États-Unis consistant à tirer sur la foule à l'arme automatique en roulant dans un véhicule volé, est évoqué tout comme l'usage d'explosifs, l'empoisonnement, l'attaque au couteau, au camion ou à la voiture bélier et récemment l'égorgement. Putain mais ils sont tarés hein, franchement. Ce qui amène le parquet général à en tirer une inquiétante conclusion. Difficile de ne pas voir ici l'influence d'un modèle djihadiste. Ces pratiques, notamment l'égorgement, étant tout à fait étrangères au répertoire d'action traditionnel de l'ultra-droite. Cette enquête est le troisième volet d'une série consacrée à la menace terroriste d'ultra-droite. L'étude de l'historien Nicolas Lebourg, cité dans l'article, a été réalisée dans le cadre du programme de recherche de l'université George Washington et s'intitule blablabla blablabla. Voilà. Ça, c'est pour les sources. Voilà, je trouve que l'article est vraiment ultra intéressant et ça confirme effectivement ce que je pensais, hein. Les impressions que j'avais. On dirait bien que plus l'ultra-droite avance et plus elle ressemble à pourtant ceux qui les opposent, hein, enfin ceux qu'ils présentent comme leurs plus grands opposants. Hein. Et en fait, ça devient assez... assez ironique tout ça, ça devient assez stupide en fait. Ça montre, enfin pour moi, hein, ça montre vraiment l'absurdité finalement de cette pensée. Et en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que souvent on entend, je trouve, les politiciens aussi dire que l'extrême gauche et l'extrême droite c'est la même, mais je trouve qu'au niveau de la violence, c'est pas la même. Voilà. Si on regarde le nombre de faits commis violents par l'extrême gauche ces dernières années, ces 10-20 dernières années même, je pense, en fait, on n'a pas comme ça des massacres, on n'a pas des envies de tout à coup tuer des politiciens ou quoi que ce soit, de meurtre ou quoi. Et je dis pas que ça pourrait jamais arriver, hein. Je dis pas que l'extrême gauche, dans toutes les démocraties ou dans tous les systèmes, ne sont pas une menace. Voilà, je ne sais pas en fait. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire que dans notre système actuel, dans notre démocratie actuelle, dans nos pays actuellement, en 2021, l'ultra-droite est beaucoup plus dangereuse
mais vraiment beaucoup plus dangereuses. Et pour moi, c'est une erreur de les mettre au même niveau, tant que, on va dire, parce qu'à mon avis, à ce moment-là, ça s'appellera l'ultra-gauche, tant que l'ultra-gauche n'existe pas, ou en tout cas n'est pas encore passé à l'action, en fait. Alors évidemment, c'est au service de renseignement, on va partir au service de renseignement, de surveiller une potentielle ultra-gauche, mais clairement, quand on voit à quel point l'ultra-droite est structurée et à quel point elle semble déterminée, je pense que la question se pose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'en Belgique, vous savez, l'extrême gauche en Belgique a gagné beaucoup de sièges lors des dernières élections, donc ça fait que beaucoup de partis traditionnels les renient et parlent de l'extrême gauche comme si c'était l'enfer en fait sur Terre. Euh, et en fait, justement, je pense qu'en parler autant, déjà, ça les met en avant. Si déjà vous êtes contre, par exemple, l'extrême gauche, le mieux c'est de l'ignorer en fait, ou en tout cas de répondre aux arguments plutôt que de répondre, on va dire, sur d'autres terrains. Et ensuite, les diaboliser, c'est pas ça qui va les faire disparaître. Au contraire, je pense que ça va justement, c'est un peu souffler sur les braises de la haine de personnes qui diabolisent ces groupuscules et qui seraient capables, parce que je crois que l'ultra-droite serait totalement capable d'aller aussi attaquer l'extrême gauche, qu'ils peuvent détester à un point inimaginable, je crois. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à donner votre opinion en commentaire, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.